Caroline Drolet, bienvenue à Femmes d'influence. Merci à toi, Sarah. Je connais au Québec où sont les trous de services en santé de la femme. On est comme la courroie entre la prévention-promotion et le moment où la femme va voir le surspécialiste. Tu sais, l'expression d'avoir l'impression d'être partout mais t'es nulle part. Là, j'étais saturée au niveau émotionnel. C'était assez. J'ai dit non, là, pour ma santé mentale, on attend, on met le projet sur pause. Une fois qu'on était en sécurité, ça a bien été ma vie. Y a-tu un moment là-dedans où tu t'es dit « je veux plus essayer, c'est trop dur ». Les premières semaines, t'es super fatiguée, t'es tout le temps dans le jus, puis tu sais pas trop pourquoi. Caroline Drolet, bienvenue à Femmes d'influence. Merci à toi, Sarah. Tu es fondatrice du réseau de clinique Ovel, qui est spécialisé en soins et en santé de la femme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais un petit peu présenter ton parcours et ce qui fait que tu es maintenant à la tête de ces cliniques? Bien sûr, absolument. En fait, initialement, j'étais infirmière de profession là, depuis l'âge de 18-19 ans, à l'âge qu'on termine notre technique au cégep. Puis depuis ce temps-là, ben, en fait, j'ai toujours été avec la santé de la femme, soit les enfants, les adolescents, la santé de la femme. Puis, en fait, au début de ma pratique en soins infirmiers, les conditions de travail, c'était pas nécessairement comme aujourd'hui, là, il y a 20-25 ans déjà. Ouais, mais OK. Sauf que les conditions aujourd'hui, des fois, sont quand même discutables. Fait que c'était mieux ou c'était pire? En fait, je fais juste allusion au congé qu'on pouvait avoir quand on allait faire notre bac en soins infirmiers. Fait OK. que, à ce moment-là, disons que la pénurie de main-d'œuvre n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. OK. Donc, je travaillais en fait soit sur appel ou. Mais je travaillais quand même pas mal. Je faisais un 7 quarts, 7 à 10 quarts de travail par 2 semaines en faisant mon baccalauréat, mais ça dépendait des périodes dans l'année, bien évidemment. Puis, après avoir fait mon bac, je me suis dirigée en gestion. Fait que j'ai fait à la suite de ça une maîtrise en gestion des organisations. Puis j'ai fait, toutes sortes, j'ai eu, plusieurs postes en fait là, différents postes. J'ai fait, de l'enseignement, au collège, en soins infirmiers évidemment. J'ai été, temporairement, chargée de cours à l'Université Laval. Bon, suite à ça, j'ai été, gestionnaire, en obstétrique. J'avais aussi les cliniques externes en gynécologie, planning familial. Puis, à la suite de ça, j'ai, été en ressources humaines un petit peu plus, c'est-à-dire que j'ai été coordonnatrice à l'affectation du personnel de soins. Donc je voulais aller me chercher une expertise complémentaire avec, les postes que j'avais eus antérieurement. Donc, ça m'a donné, beaucoup, d'assurance en fait, concernant la gestion de la main-d'œuvre, puis ça m'a servi après, toutes les années d'après. Sûrement, hein? Oui, absolument. Puis, ensuite de ça, j'ai décidé de faire un fellowship, au niveau des, transformations, amélioration des soins de services de santé canadiens. C'est avec le programme, d'excellence en santé Canada. Donc, j'ai, raffiné encore là mes connaissances, puis, ça a été, vraiment une super, super belle expérience. Puis, en fait, dans le réseau de la santé publique, j'ai terminé mon dernier poste, c'était, directrice mère-enfant santé de la femme pour le CHU de Québec, Université Laval. J'ai fait ça pendant 7 ans, pendant la pandémie aussi. Donc, oui, 7 ans, mais, c'est comme si j'en avais fait 12 au final avec OK, la ouais, pandémie, c'est là. ce que j'allais dire. C'était comme tellement intense, en fait, que, mon Dieu, c'est une expérience incroyable. J'ai adoré mon expérience. Mais J'ai ça pas devait être dur. Tu sais, quand tu dis que c'était tellement intense, ça devait être challengeant, là, pendant, tu sais, naviguer cette période-là aussi. Oui, ben oui, c'est certain que c'est en fait, être directeur dans le réseau de la santé, c'est un poste de cadre supérieur. Donc c'est un poste qu'on considère politique, en Mmh. fait. Donc c'est certain que, c'est une disponibilité, 7 sur 7. On fait de la garde aussi à tour de rôle, évidemment, mais quand même, quand on fait de la garde, c'est exigeant. On peut être appelé, la nuit, la fin de semaine. Donc, c'est un feu roulant.
mais j'ai porté une mission pour laquelle euh, je dédie ma carrière. Donc, les enfants, les adolescents, les femmes, j'ai adoré faire ce que j'ai fait. Puis j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc, c'est sûr, à tort ou à raison, mais pour moi, dans mon quotidien, j'étais une personne quand même calme, mais j'ai une intensité qui est en moi depuis toujours. Donc, pour moi, le travail, c'est quelque chose que j'adore. Euh, Ça peut même en être mon défi, en fait. Mais ceci dit, c'est pas quelque chose qui m'a nécessairement dérangé Non, mais tu de l'as dit. travailler autant. Là. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, tu as tout aimé. Oui, 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 absolument. Oui, oui. Tu as dit que toute ta carrière travaillé auprès des femmes. Oui. Est-ce que initialement, c'est quand tu faisais, mettons, ta technique, est-ce que tu te disais c'est là que je veux travailler auprès des femmes ou ça s'est placé comme ça quand tu as commencé à travailler puis tu as comme eu une piqûre puis tu t'es dit, ben, je vais faire ma carrière là-dedans? En fait, je pense que ça s'est confirmé quand j'ai OK. commencé mes stages dès ma technique. Puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je t'explique dans quelques instants comment j'ai en fait démissionné de mon poste de cadre supérieur pour, étant donné que j'étais en conflit d'intérêts évidemment, donc pour démarrer la clinique Ovel, j'ai dû démissionner de mon poste. Mais j'ai des amis qui m'ont rappelé quand je leur ai annoncé que je démissionnais puis que j'allais mettre en œuvre un de mes rêves en fait, puis une clinique dédiée exclusivement pour les adolescentes, les femmes. Ils m'ont dit: «Ben oui, Caro, c'était évident pour nous depuis qu'on est au cégep que t'en parles». Ah ouais! Puis ils m'ont comme rappelé ce souvenir-là, puis je me disais: «Hein, c'est vrai, ça fait aussi longtemps que ça que je caressais ce rêve-là». Fait que, bref, ça fait très, très longtemps, puis je pense que ça s'est confirmé concrètement au fur et à mesure, avec, les patientèles avec qui j'ai travaillé. Donc en pratiquant, ben, je pense que ça a été, pour moi un coup de cœur, puis, il y a dans tous les postes que j'ai eus, il y a toujours eu, soit un utérus à quelque part, Oui. des enfants ou des adolescentes, c'est sûr. On va développer plus sur ce que vous faites à la clinique, puis tu sais, comment que ça s'est fait, cette Oui. décision-là que tu as Mmh. prise d'ouvrir ta clinique. Tu sais, ça a été Mmh. motivé par quoi? Même si qu'on sait là maintenant que tu en parlais depuis le cégep. Il y a un jeu que je fais avec chaque invité par contre et je vais pas l'oublier. Donc je pige un chiffre ici et je veux OK. savoir si on ouvrait ton journal intime à cet âge-là, qu'est-ce qu'on lirait? Oh my God! Fait que à 37 ans. Ah, phew, c'est pas pire. C'est quelles années là qui auraient été pires? On peut repiger. Ah non, ça me fait rire parce que, j'aurai sûrement, peut-être l'occasion, en tout cas, mais bref, quand même, j'ai eu une adolescence, assez turbulente, donc 37 ans, c'est parfait d'avoir pigé ce chiffre-là. À 37 ans, ça fait quand même pas si longtemps, ça fait quelques années, je vais avoir, 41 prochainement. Hem, à 37 ans, probablement que je venais d'apprendre que j'étais enceinte de Raphaël, ma deuxième fille. J'étais, directrice, du Centre Mère Enfant Soleil, santé de la femme, au CHU de Québec et dans ma vie personnelle, on a construit un B-Génération, vraiment avec, en fait, une autoconstruction. Donc on était, très, très, très occupés. Puis une vraie autoconstruction, là, c'est vraiment, mon conjoint puis, mon beau-père qui ont construit, là, presque de A à Z, à part la structure. Fait que ça a été très, très intense, là, ces années-là parce qu'on bref, on a déménagé, souvent, puis ça s'est pas exactement passé comme on le souhaitait à cause de la pandémie. Ceux qui ont vécu une construction, pendant la pandémie, savent, Oh oui, il y en a eu des défis puis ils ont des de ouais, ouais. l'empathie pour moi et j'en ai pour eux. Donc ça a été une année, très intense, en fait. Puis, l'année suivante, en fait, j'ai accouché à 38 ans. Fait que j'ai vécu ma grossesse, comme cadre supérieur. Donc, ça a été, une année quand même, où, mon énergie était, disons, modérée, là. Il y a des périodes dans ma vie que j'en ai eu moins, puis d'autres plus, là, mais disons que, être enceinte plus, plusieurs déménagements, Ça en l'autoconstruction, fait ça beaucoup, ça là. en faisait beaucoup. Puis j'avais déjà ma première aussi, Olivia. Donc, voilà de ce que je me rappelle,
à mon âge de 37 ans. J'ai envie qu'on continue là-dedans parce que je pense que c'est là aussi, à partir, quelque part dans ces eaux-là, que c'est fait le déclic pour ouvrir Mhm. la clinique Ovel. Mhm. Je pense que tu me disais que ta petite, ta dernière, Raphaël, était bébé justement quand tu as décidé de te lancer là-dedans. Mhm. Fait que finalement, c'était des années, tu sais, comme assez intenses. Ton énergie, tu dis qu'elle était modérée, mais ça t'a quand même pas empêché d'avoir, tu sais, l'envie de te lancer puis d'ouvrir une nouvelle clinique. Oui, absolument. Ça a été, Le déclic est venu comment? en fait, quand j'ai accouché, puis mon cerveau, moi, il est comme catégorisé en petites boîtes. Fait que quand j'ai accouché de Raphaël, je me suis dit, je prends cette fois-ci tout le congé. Fait que j'ai pris l'année. Je me suis dit, la première portion de mon congé, j'ai accouché l'été. Je me suis dit, jusqu'à Noël, je profite réellement de mon congé. À Olivia, j'avais pris 4 mois et demi. Puis après ça, c'est le père d'Olivia qui avait pris le reste du congé. Puis j'étais vraiment sereine avec cette décision-là, surtout a posteriori, parce que ça nous a vraiment aidés comme parents, même encore aujourd'hui, à être sensibilisés par rapport à qu'est-ce que c'est la réalité de s'occuper d'un nouveau-né. Tu sais, des fois, au début, avec Olivia, les premières semaines, tu es super fatiguée, tu es tout le temps dans le jus, puis tu sais pas trop pourquoi. Et il revenait du travail à 4-5 heures, puis j'avais pas encore pris ma douche, puis il comprenait pas. J'étais comme, je suis dans le jus, je te le dis, un nouveau-né, c'est vraiment Oui, exigeant. oui, ça fait pas juste dormir, dans le fond. Exactement. Fait qu'après 4 mois et demi, c'est lui qui a pris le relais. Fait que cette sensibilisation-là, à qu'est-ce que c'est de s'occuper d'un enfant puis tout ce que ça requiert, en fait, ça nous sert encore, aujourd'hui. Puis, mais toutefois, à Raphaël, je me suis dit: «Je prends mon congé complet». Fait que le premier 6 mois, je voulais vraiment, prendre soin de moi. Avant, j'étais super sportive, puis avec les dernières années, surtout depuis la pandémie, j'avais pas été capable de reprendre ce beat-là. Fait que je voulais me remettre en forme physiquement, mentalement, profiter de mon petit bébé. C'était certain que c'était la dernière, avec, toutes mes expériences de maternité puis de fertilité, c'était ça, c'était la dernière. Fait que je voulais vraiment en profiter au maximum. Puis là, je me suis dit: «Après les fêtes, au mois de janvier, je réfléchis à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne comme directrice mère-enfant ou je fais autre chose?» Puis la raison pour laquelle cette réflexion-là a été déclenchée, 2 éléments. 1er élément, bien évidemment, quand une jeune famille, des jeunes enfants, je voyais l'impact quand même de mon horaire atypique sur, Olivia, sur son environnement. Puis même si j'ai le grand privilège d'être super bien entourée dans ma vie, j'ai des parents aimants, sont toujours présents, heu, mon conjoint aussi a des horaires atypiques. Fait que l'horaire était jamais pareil pour elle. C'était jamais la même personne, tôt le matin, le soir. Des enfants, c'était un 5 à 7 en bas âge. J'étais pas là ou à peu près pas les 5 à 7. Fait qu'à tous les jours, ça changeait, puis on n'était pas capable de donner une stabilité ou une routine. Puis je le voyais que c'était pas, nécessairement, optimal l'environnement qu'on lui, donnait. Tu voyais pour elle que c'était pas optimal. Je voyais pour elle que c'était pas optimal, puis pour moi non plus. Puis j'avais l'impression, tu sais l'expression, d'avoir l'impression d'être partout mais tu nulle part? Mmh. J'avais vraiment le sentiment de pas être 100% satisfaite dans ma vie personnelle, moi comme femme, dans ma vie de couple, dans ma vie, hem, personnelle avec les amis, la famille, puis à mon travail aussi. Parce que je tentais c'était très intense dans toutes les sphères. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit: «Soit que je me repositionne». Puis en fonction de mes valeurs, j'avais pas envie non plus que mes jeunes filles, mes jeunes enfants soient, éduqués par d'autres personnes, même si c'est d'excellentes personnes. C'est pas ce que j'avais envie nécessairement pour elles, puis pour moi aussi. Donc, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, après les fêtes, c'est le temps ou jamais. Parce que si je retourne sur mon poste de cadre supérieur, c'est un TGV, là. Une fois que c'est Ouais. parti, là, Tu vas je pas en ressortir, là. je vais là jusqu'à ma retraite, là. C'est comme, c'est incontournable, là. Tu peux donc, puis moi, en plus, je suis intense. Fait que quand j'y vais, je suis all in, là, tu sais. Mmh. Puis je me dis: «Sinon, ben, en fait, c'est le moment ou jamais de démarrer,
la clinique Ovel, qu'à ce moment-là, je savais pas que ça allait s'appeler clinique Ovel. Mais ceci dit, le mois de janvier a été pour moi très, très, très anxiogène, honnêtement. J'ai été, j'ai fait j'ai eu un gros niveau d'anxiété dans ce mois-là parce que quand même, ça faisait, je veux dire, une vingtaine d'années, 22 ans que j'étais au CHU de Québec, Université Laval. Je portais en fait une mission très, très valorisante à ce moment-là. J'avais une équipe en or. J'ai pas quitté parce que je n'aimais pas ça, mais j'avais pas la flexibilité qui me permettait d'être probablement épanouie dans chacune de mes sphères de vie. Puis cette flexibilité-là, aujourd'hui, que je me suis permise avec le démarrage de la clinique, je travaille pas vraiment moins qu'avant en termes d'heures. Mais d'avoir le pouvoir de choisir quand je me libère et quand je travaille, pour moi, c'est ça la clé. Je travaille un peu moins parce que je fais plus de garde. Fait qu'on Ouais. m'appelle pas la nuit quand même. Mais il reste que ça a été vraiment bénéfique, en fait, pour ma famille et moi, évidemment. Mais il demeure quand même que c'est ancré. Moi, je suis une fille de mission. Il faut que je travaille puis que je mette mon temps pour aider mon prochain. C'est ancré en moi. Donc, le fait de connaître les trous de service au Québec en santé de la femme, j'ai pu très bien, disons, les étudier par l'entremise de mes anciennes fonctions. Donc, je connais au Québec où sont les trous de service en santé de la femme. Donc, une fois que j'ai pris ma décision en février 24, ben là, j'ai tout mis mon cœur, mon énergie pour que ça puisse fonctionner. Puis, j'ai monté la clinique, puis elle a démarré en juillet 2024. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Fait que ça a été une décision, honnêtement, vraiment pas facile à prendre. Je suis une personne très, très, très loyale dans la vie. Après réflexion, mon sentiment de loyauté le plus fort, c'est pour les patientes. Mmh. Donc, il y a plusieurs façons de contribuer au réseau de la santé. Puis pour moi, les prochaines années, ça va être de cette façon-là. Fait que oui, on a la clinique Ovel qui est privée. Ceci dit, il y a quand même une voie pro bono qu'on est à développer aussi là, pour tenter d'aller fournir une accessibilité un petit peu plus importante aux femmes de la population. Avant qu'on approfondisse cette voie pro bono, sont où les trous de santé, tu as dit? Tu les as très bien vus? Oui, en fait, je t'explique sommairement. En ce moment, puis antérieurement, au Québec, on est super bon en soins tertiaires, quaternaires, en urgence, en soins spécialisés. On est oui, Excuse-moi, c'est quoi un soin, tertiaire ou quaternaire ou on peut identifier ça un soin complexe, un soin intensif. OK, S'il y a une urgence, là, on tombe dans la sous-spécialité. OK. Puis les spécialistes au Québec sont dédiés, sont formés pour faire du soin tertiaire, du soin quaternaire. Donc, on est vraiment dans la complexité. Puis agir dans l'urgence, puis là, tout de Exact, suite, là. OK. exact, exactement. Dans la situation de la santé de la femme, ben, le spécialiste, le surspécialiste, c'est un gynécologue. Un ou un gynécologue qui va faire de l'oncologie. Ben, là, on Mmh. parle d'une sous-spécialité. L'endocrinologie aussi, c'est, des spécialistes avec qui on travaille, par exemple. On est vraiment dans des cas plus complexes à ce moment-là. À l'autre bout, tu as prévention, prévention, promotion de la santé. Fait qu'on on peut faire allusion, exemple, dépistage du cancer du col. On peut faire, allusion à l'examen des seins. Ça aussi, la majorité des professionnels de la santé au Québec ont cette habileté-là, de façon assez, générale, je dirais. Le trou de service, il est comme entre les 2. OK. En fait, il est beaucoup entre les 2. Je peux te donner l'exemple d'une femme qui a, exemple, des segments utérins, anormaux ou qui se questionne. Elle peut aller voir son professionnel de la santé. Son professionnel de la santé, pour la majorité, en première ligne, ils font du 0,99 ans. Ça se peut que tu tombes sur un professionnel qui a de l'intérêt pour la santé de la femme, puis qui a poussé l'acquisition de ses connaissances ou qui a raffiné, puis qui est un petit peu plus au fait des investigations à pousser ou à faire qui sont spécifiques à la santé de la femme. Mais quand on fait du 0,99 ans,
C'est large, là. C'est très large. Oui. Puis il y a beaucoup de connaissances, non seulement à acquérir, mais à se tenir au fait aussi, puis d'avoir des connaissances contemporaines en fonction de l'évolution puis de l'état d'avancement des recherches, scientifiques. Donc, ça se peut que ton professionnel de la santé connaisse de façon plus générale 2 3 recettes, mais après ça, puis c'est très important, lui, il respecte ses limites de sa pratique, de ses connaissances, puis c'est tout à fait correct. Ben là, il va aller le référer, sur la liste d'attente, exemple, pour voir un gynécologue. On se rappelle que nos gynécologues, c'est des spécialistes. Mmh. Donc c'est sûr que ça se peut, à ce moment-là, que la femme attende longtemps. Ouais, Là, elle est mise sur une liste d'attente c'est long voir des spécialistes. et bon, on connaît là, en plus, ces temps-ci, je n'irai pas nécessairement dans cette voie-là, mais on le sait que ces temps-ci, il y a quand même des turbulences au niveau de l'accès, dans notre réseau. Donc, c'est certain que la femme, elle peut attendre en fonction de la catégorie de priorisation qu'elle a é qui lui a été octroyée, mais ça se peut qu'elle attende, 6 mois, 12 mois, 24 et plus, ça se peut. Mmh. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que on est comme la courroie entre la prévention-promotion et le moment où la femme va voir le surspécialiste. Donc, on investigue, spécifiquement la santé de la femme. Donc, exemple, revenons à notre exemple du saignement utérin normal, ben, on va pousser les investigations au niveau sanguin, on va prescrire des échographies, endovaginales, puis on va même faire des biopsies de l'endomètre. Donc, on va être capable, d'élaguer par diagnostic différentiel d'où il provient ce saignement, pourquoi elle saigne. Puis, exemple, si la biopsie ressort anormale, là, on la réfère au spécialiste en termes de pertinence de pratique clinique et médicale. C'est exactement le core business du spécialiste. Mmh. Donc, c'est sûr que quand on la réfère à ce moment-là, ben, toute la grande investigation est faite, puis elle va être catégorisée plus élevée dans la cote de priorisation. Donc, quand on les réfère d'habitude, là, c'est la patiente, elle va être vue en bas d'1 mois ou en bas de 3 mois, Ah wow! majoritairement. Qu'elle attend Parce beaucoup qu'elle moins longtemps. attend moins longtemps, mais c'est sûr qu'elle a un bout d'investigation de fait. Puis sûrement parce que vous avez beaucoup de connaissances et de compétences aussi, il y a des choses aussi que vous pouvez, j'en dire, entre guillemets, «régler» ou à laquelle vous Exact, pouvez apporter une réponse. Fait que si vous êtes rendu à référer, ben c'est qu'effectivement, elle doit avoir un spécialiste. exactement. Alors que j'ai l'impression que, on va dire dans le réseau, public, comme tu dis là, où ce que c'est très bon soit en prévention ou soit en spécialisation, ben, on peut référer des femmes en se disant: «Je sais pas si elle a besoin de voir un spécialiste, mais moi je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire, fait que je te l'envoie». Exactement. C'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. C'est la même chose pour la fertilité, là. J'ai donné un exemple, là, de recherche, disons, de cancer de l'endomètre ou de saignements anormaux. C'est la même chose, la fertilité. Bon, on tente, on a un projet parental, ça fonctionne pas, ben, les couples sont référés presque directement en PMA, en procréation médicale assistée. Mmh. Ça veut pas dire qu'ils ont besoin du fertologue. Ouais. Il y a d'autres investigations plus poussées à faire, puis en fonction des résultats, oui, parfois, il y a des solutions, puis il y a des traitements qu'on peut initier, fait qu'on peut, avancer avec le couple, là, en ce sens-là. Donc c'est vraiment là qu'il y a un trou de service, en ce moment au Québec, puis ça passe par une expertise de pointe. Tu sais, nous, on fait que ça. Ouais. Donc c'est sûr qu'en termes d'exposition de cas, on a une expertise évidemment, qui est plus, raffinée. C'est la même chose pour les diagnostics, pardon, de maladies vulvaires. Heu, on en trouve régulièrement. Puis on travaille, heu, très, très souvent quand même avec, les spécialistes des centres, tertiaires. Donc il y a toutes sortes de voies d'accès pour pouvoir aider la femme, qui a une problématique. Puis de par mon passé, ben, c'est certain que je connais bien aussi les corridors d'accès du réseau de la Oui, santé. tu connais comment ça fonctionne. Exactement, mais en tout temps dans le processus, la patiente, elle a le choix. Prochaine étape, est-ce que vous allez au privé? Est-ce que vous allez au public? Voici vos options. Puis on le travaille ensemble, mais effectivement que c'est un avantage aussi, puis c'est ce que je transmets aussi, aux autres infirmières de la clinique, évidemment. Parce que là, les cliniques Ovel, c'est des cliniques privées. Mais tu nous parlais tantôt que, tu sais, redonner à la communauté pour toi, c'est Mmh. vraiment important. Puis Mmh. tu disais que vous essayez aussi de faire du pro bono des fois ou que c'est un Oui. projet, en tout Mmh mh. cas. Mmh. Veux-tu nous en dire plus? Comment vous voulez, décliner ça? Absolument, ça me fait tellement plaisir, puis j'avais hâte de démarrer cette voie-là, en fait.
Une de mes priorités, c'est de tenter, comme je le mentionnais, de favoriser l'accessibilité. Accessibilité, c'est pas nécessairement toutes les femmes qui peuvent, se permettre de se payer un frais privé, en ce moment au Québec. Donc le fait d'avoir des activités pro bono, donc des adolescentes ou des femmes qui nous sont référées par des organismes communautaires, des OBNL, bien, ça permet là aussi d'aller, contribuer au niveau de la communauté puis au niveau sociétal. Donc, puis pendant ce temps-là, ben, ça libère probablement des places dans la liste d'attente de Aussi, ben l'autre oui. côté, tu sais, bon. Mais ceci dit, c'est sûr que mon souhait ultime, si ça pouvait être couvert pour toutes les femmes, ce serait mon plus grand rêve. Mais on Ben est oui. très, très je suis On très n'est pas encore on là, n'est pas mais encore là, puis je suis très tributaire aussi de la politique, puis des élections et tout ça, des décisions, à ce niveau-là. Mais ceci dit, le pro bono, on a commencé, ça fait pas très longtemps. On est en train de raffiner justement cette accessibilité-là. Donc, dans tous les points de service, tous les professionnels vont faire du pro bono à chaque semaine. Puis éventuellement, OK, je te donne un scoop. vas-y, j'aime ça. En fait, on aimerait vraiment, puis je suis en train de travailler ça avec des partenaires. On aimerait vraiment ça, j'aimerais vraiment ça, en fait, en 2026, qu'on ait un point de service dédié aux adolescentes et femmes avec des facteurs de vulnérabilité sociaux. Donc, un point là, de service pardon, exclusivement là, pour elles. Fait que là, on est en train de travailler ça avec, avec de la philanthropie, finalement. Là. Puis ça, ce serait communautaire, dans le fond, comme point Oui, de service, oui, ouais? oui, Fait c'est que ça, exact. ce serait couvert ou en tout cas pas payant pour ces femmes-là. Exactement. Puis, ce serait du référencement là, des OBNL à proximité. Il va y avoir des façons de procéder, en fait, là, mais ça va être un projet pour 2026. C'est quoi des femmes qui ont des facteurs, qui sont à De facteurs de vulnérabilité ouais. sociaux. En fait, c'est pas tout le monde hein, qui est né sous une bonne étoile nécessairement. Puis l'environnement dans lequel l'adolescente ou la femme est, parfois, il y a plusieurs facteurs. En fait, il peut y avoir, exemple, des diagnostics de santé mentale, donc des difficultés à prendre en charge sa santé, puis à prendre des initiatives. Ça a besoin d'être accompagné là-dedans. Ça peut en être. On parle, entre autres, d'adolescentes ou femmes qui sont défavorisées. Donc, qui n'ont pas nécessairement les sous pour se payer des services, mais qui en ont besoin. Donc, la pauvreté, assurément, en fait partie de ces facteurs-là. Hem, donc, biopsychosocial, on est vraiment dans ce type de facteurs-là. Puis, elles vont être référées de par un organisme quelconque qui a déjà une mission, pour appuyer cette adolescente-là ou cette femme-là. Celles qui sont dans des, réseaux de prostitution, notamment. Il y a beaucoup de façons d'influencer l'environnement de ces adolescentes, ces femmes-là. Puis, on peut faire partie là de leur parcours, disons, là, pour, les aider là-dedans. J'aime beaucoup cette volonté-là que tu as d'aider, puis tu l'as dit, ta loyauté va vraiment à aux clientes. Vu que là, Aux tu es aux patientes, patientes, ouais, c'est ça, hein, secteur patientèle, on privé, je sais pas. préfère patiente. Parfait. Patiente. Hem, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière à d'où ça te vient, cette volonté-là de redonner. Puis quand je dis en arrière, je voudrais qu'on y revienne là, à ton adolescence. Comment t'as dit tumultueuse? Ah, toutes les caractéristiques, seraient sûrement applicables. Mais en fait, vraiment on va y aller, vraiment partir du début là, dans mon enfance, en fait. Heu, Moi, je suis née puis j'ai grandi à la basse ville de Québec, plus particulièrement dans, Sacré-Cœur, qui est à côté de Saint-Roch ou, à proximité. Puis, c'est un milieu et j'en faisais partie, là. C'est un milieu somme toute, défavorisé. Ça a changé, ça a évolué avec les années, mais on recule, de, mon Dieu, 35 ans et plus, ça fait longtemps. C'était vraiment un milieu qui était beaucoup plus défavorisé. Encore aujourd'hui, mais différemment, ça évolue. Puis
j'ai évolué, j'ai grandi dans une communauté où la solidarité était vraiment au cœur des valeurs, en fait. Et à posteriori, quand j'étais à l'âge adulte, je me suis rendu compte à quel point cet environnement-là m'a aidé à passer au travers l'ensemble de mes épreuves de vie. Fait que oui, on était une famille, somme toute, défavorisée. J'ai évolué avec ma mère et ma sœur à mes côtés. Puis, dans mon plus jeune âge, jusqu'à l'âge de l'adolescence environ, ce dont j'ai le plus souffert, ce n'est pas d'avoir été dans un milieu défavorisé. Ce que j'ai davantage souffert, c'est qu'on était dans un milieu où malheureusement, il y a eu de la violence quand même pas mal envers moi, ma mère, ma sœur, par mon père. Mmh. Puis à un point tel que ma mère a décidé de faire des démarches au niveau du tribunal de la famille, puis elle a généré un précédent dans les décisions juridiques au Québec. Donc, je suis super fière d'elle. Puis pour moi, encore aujourd'hui, c'est une femme admirable, ma mère. Je suis tellement chanceuse de l'avoir. Mais ça témoigne d'une grande force, là, quand même. Absolument, c'est certain. Puis dans ces démarches-là, ben, elle a réussi évidemment à aller chercher notre protection, notre sécurité. Donc, à la suite de ça, mon père était, ben, je dis était parce qu'à la suite de ces démarches-là, il a quitté pour la Pologne. C'est un Polonais. Donc, on a dû, dans ces démarches-là, même changer d'identité. Fait que à l'âge de l'adolescence, j'ai changé de nom, on a changé nos coordonnées personnelles et tout ça. Donc, suite à cette vague-là, à cette secousse-là, en fait, ça m'a pris quand même quelques années à me reconstruire et à me restabiliser. J'ai consulté là, fin adolescence, début vingtaine, là, quand même quelques années. Mais au final, mon but n'est pas de te partager mes douleurs du passé ou mon passé pour le romancer nécessairement, mais toutes les forces que j'ai acquises par l'entremise de ces épreuves-là font qu'aujourd'hui, je suis capable d'utiliser ces forces-là. Je capitalise là-dessus pour donner au suivant, puis donner à une mission, en fait, qui va vraiment au-delà de moi, la personne, Caroline. C'est une mission, les adolescentes, les femmes qui ont des besoins spécifiques. Puis, il y a des trous de service au Québec, donc j'y contribue. Fait que ma plus grande fierté aujourd'hui, je pense que c'est celle-là, c'est d'être capable d'utiliser ces forces-là que j'ai acquis par l'entremise de mes épreuves de vie. Puis notamment, ben, j'ai fait tantôt allusion à une très, très grande loyauté. Ça a de très grands avantages, parfois des inconvénients, mais ça, je me gère. Ensuite, grande détermination aussi à porter cette mission-là. C'est une dévotion pour moi, là. J'ai aussi développé évidemment une certaine, résilience tranquille au fil des années. Puis j'ai évolué dans un milieu aussi, en fait au Patro Laval, peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être que non. Mais c'est un milieu que quand je m'y retrouvais, les moniteurs avaient le don de te faire sentir importante comme personne. Puis à chaque fois que j'arrivais là-bas, il y avait toujours un petit mot, bien juste, là, super carreau, mais il y avait cette approche-là avec tous les jeunes. Fait que c'était un milieu qui était sécurisant, on avait de la considération, puis on se sentait, important comme jeune. Fait que je pense que ça a contribué à ma confiance en moi en évoluant malgré ce que je pouvais vivre, à la maison. Donc, c'est certain qu'on parlait du projet en 2026, d'un centre dédié. Ben, c'est certain que j'aimerais pouvoir faire bénéficier, les patrons, entre autres, de cette trajectoire-là. Fait que je vais tenter de leur offrir puis de vendre le projet, mais je pense pas qu'ils vont être contre dans le sens que c'est pour du référencement, puis Ouais. nous, on s'en occupe. Donc, voilà. Tu veux donner à ta communauté de la même manière que la communauté t'a donné Mmh. quand tu étais plus jeune. Oui, exact. Ça veut dire que tu n'es pas née sous le nom de Caroline Drolet, c'est Non. ça qu'on comprend? C'est ça, exact. Tu me suis bien ou en tout cas, j'explique pas si pire. Oui, non, c'est ça. Puis je trouve ça, tu sais, je sais que tu parles pas de ça dans le but de le romancer, mais tu sais, il y a quand même une boucle que je trouve belle dans ton parcours où ce que à travers tout ça, tu
t'es dirigé dans un domaine de soins, tu sais, pour prendre soin. On a pris soin de toi, la communauté a Mhm. pris soin de toi, tu as décidé à ton tour de prendre soin des autres. Maintenant, tu veux Mhm. redonner. Je trouve que c'est une super belle boucle. Je suis curieuse, par contre, si tu veux nous dire, c'est quoi le précédent que ta mère a créé en allant au tribunal, devant la justice? Le précédent à ce moment-là, c'était de. Puis moi, je suis pas dans le domaine juridique, hein, je suis clinicienne de formation, fait que peut-être que j'utilise pas les bons termes. Je m'excuse à la communauté des avocats du Québec. En fait, c'était la protection sur un territoire en termes de nombre de kilomètres. Donc, OK. notre père pouvait pas nous approcher à tant de kilomètres. Donc, ça a été un, une zone déterminée qui ne pouvait pas nous approcher à tant de kilomètres. Donc, c'est ça le précédent qui est allé. Le périmètre de Périmètre de sécurité, ouais. sécurité, exactement, exactement. Puis, je disais que c'est pas le fait que. Tu sais, une fois que la pyramide de Maslow, Mhm. les besoins essentiels, tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Tu sais, une fois qu'on a été en sécurité, euh, ma mère a toujours été très, très, très travaillante, puis j'ai jamais manqué de nourriture. J'avais un toit, je pouvais manger. J'avais de l'amour de ma mère, ma sœur, de certains membres de ma famille plus près. Puis une fois qu'on a été en sécurité, je me suis remis de ces épreuves-là. Mais suite à ça, ça a bien été ma vie. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'environnement, puis la stabilité, puis l'environnement qu'on est capable de donner à une adolescente ou à une femme, je pense que ça a vraiment un impact sur son développement, puis sur son évolution personnelle, en fait. Ouais. Puis c'est vraiment un privilège ou une chance de pouvoir approcher un professionnel de la santé, tu sais, mettons dans le cas des cliniques Mhm. Ovel, puis je pense à justement une adolescente, une jeune femme, tu sais, qui peut vraiment comprendre ce que tu as vécu ou ce que tu vis, ou tu sais, juste Mhm. de femme à femme, là, mais Ouais. tu sais, un professionnel qui peut vraiment comprendre ta situation, je trouve que ça vaut beaucoup versus Oui. d'aller voir, tu sais, comme tu te retrouves des fois à aller voir un médecin, là, Mhm. puis tu sais, peut-être que la personne relate vraiment pas à ce que tu fais. Puis je pense que c'est quelque chose que tu peux aussi insuffler dans les cliniques Ovel de par Oui. tu sais, ton parcours, mais aussi ton expérience personnelle. Puis j'aimerais qu'on en parle aussi parce que, tu sais, les cliniques Ovel couvrent beaucoup de soins de santé, mais on a parlé de fertilité Oui. aussi tantôt. Puis tu l'as mentionné quand tu as eu ta deuxième, Raphaël. Tu as dit: «C'était sûr que c'était ma dernière», surtout par le parcours, par Oui. lequel on est passé en fertilité, tout ça. Ouais. Fait que tu as 2 filles aujourd'hui, mais ça a pas été un long fleuve tranquille pour les Hmm. avoir. Ah non, ça a été long, ça a été compliqué. Euh, s- Au final, le processus, ça a duré peut-être 8 9 ans, je te dirais. J'ai eu 5 grossesses. J'en ai perdu 3, puis j'ai eu là 2 filles en santé. Olivia qui va avoir bientôt 7 ans, puis Raphaël qui a 2 ans. Donc, non, ça a été quand même ardu comme chemin, ça aussi. Puis c'est vrai que j'ai un niveau d'empathie euh, à ce niveau-là aussi, parce que les couples qui ont un projet parental puis que c'est plus difficile, ben c'est certain que je sais par quoi ils passent, par quel type d'émotions aussi, c'est des montagnes russes. Donc oui, ça a été complexe. Est-ce que tu sais c'est quoi dans ton cas qui rendait ça si, complexe? Parce qu'il y a sûrement une raison, là. Mhm. En fertilité, parfois, tu vas avoir des réponses, parfois, tu vas en avoir partiellement, puis parfois, tu n'en auras pas du tout. Moi, OK, c'est un des fois, il y a pas de mélange. réponse du tout. Ben, des fois, c'est difficile de trouver effectivement OK, exactement qu'est-ce qui se passe. Euh, Dans mon cas, je te dirais que c'est des réponses partielles. OK. Il y a une endométriose probable. Ça prend plusieurs années, ben, peut-être pas tout le temps nécessairement, mais c'est pas un diagnostic qui est si facile que ça à émettre l'endométriose pour diverses raisons. Ah ouais? Oui. Parce que c'est pas la première fois que j'en dire même qu'une invitée au podcast nous en parle, fait qu'on dirait que je Uh-huh. penserais que c'est plus commun que ce qu'on pense. Puis malgré Mhm. tout, tu nous dis que c'est difficile à identifier.
Ben absolument, dans le sens de faire un diagnostic clair d'endométriose. On peut avoir des signaux d'endométriose qui nous font penser que ça peut être ça. Comme? Hem, en fait, je te donne les symptômes. Il y a quand même 10% des femmes, qui peuvent avoir des symptômes d'endométriose, puis qui vont en faire. Ça peut être léger, modéré, sévère. Les symptômes, ça peut être, par exemple, des règles très, très abondantes, heu, très longues aussi. Là, on parle d'un 7 jours et plus. Il y en a que ça peut durer, 8, 9, 10, 11 jours avec un flux très important. Quand on dit un flux très important, là, c'est avoir, un changement hygiénique en bas de 2 heures, puis Ah ouais, c'est très OK. fréquent chez les femmes qui ont une bonne endométriose, là, aux heures, pendant quand même, plusieurs jours. Des grosses douleurs, la dysménorrhée pendant les règles. Ça peut même aussi aller à l'extérieur des règles, avant, après. Très, très grosses douleurs. Fait que ça, c'est des signaux, je vous dirais quand même assez communs qu'on peut retrouver chez les femmes qui font de l'endométriose. Maintenant, ça peut se diagnostiquer. C'est une maladie inflammatoire, l'endométriose. Donc, c'est des cellules comme les parois de l'utérus. C'est des cellules qui peuvent, même devenir des tissus cicatriciels, ou si on peut l'imager, comme une toile d'araignée, si tu veux. Mmh. Puis ça peut se loger même jusque dans les trompes de Fallope, autour des ovaires. Ça, pour celles qui ont beaucoup d'endométriose, ça peut même aller, sur les intestins, la vessie. Donc ça peut se propager. Est-ce que ça, cette sorte de toile d'araignée pourrait empêcher, par exemple, un ovule de s'accrocher? C'est plus difficile. Ça veut pas dire qu'une femme qui fait de l'endométriose, qu'elle pourra pas avoir d'enfant. C'est pas ça. La majorité, même au contraire, on a des super bons services au Québec, puis on a justement des spécialistes là, en endométriose là, qui sont vraiment top au Québec. Donc, la majorité du temps, ça va quand même fonctionner. Dans de plus rares cas, là, l'entonnoir se rétrécit. Dans de plus rares cas, c'est vrai qu'il y en a qui ont des grandes difficultés de fertilité, puis finalement, ça fonctionne pas malheureusement, puis il faut se diriger vers d'autres solutions pour le projet parental. Mais la grande majorité vont être capables d'avoir des enfants, mais parfois, ça peut être plus long. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, même si on est en plus jeune âge, puis qu'on n'a pas nécessairement un projet parental en cours. Il y a plusieurs femmes à la clinique qui nous disent: ben moi, je suis contente de le savoir, même si je n'essaie pas d'avoir des enfants tout de suite, pour 2 raisons. Premièrement, on peut avoir une hygiène de vie, ainsi qu'un plan pharmacologique qui peut tenter de limiter la propagation de l'endométriose. OK. Donc déjà, en amont, on peut revoir, exemple, la nutrition, pour justement une maladie, inflammatoire. Il y a des sortes de contraceptifs, si la femme utilise, une méthode contraceptive, qui sont à privilégier pour tenter de limiter puis de ne pas nourrir les tissus là, au niveau endométrial, notamment. Puis l'autre chose, c'est que si tu sais que tu as ce diagnostic-là, ben les femmes, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que: «Moi, je veux le savoir pour mon projet parental». Tu sais, sachant que ça peut prendre un petit peu plus de temps, ben peut-être que Ils vont mon commencer plus tôt. peut-être je vais commencer plus tôt. Il faut quand même être en connaissance de cause que ça se peut que ça fonctionne après 1 mois, 2 mois. Oui, c'est ça. Mais si on est quand même rendu là, ben il y en a qui se prennent un petit peu plus tôt que trop tard. Donc, parce que ça peut se propager un petit peu plus avec le temps. Donc, bref, dans ma situation personnelle, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que fort probablement qu'on sait que j'ai de l'endométriose. Puis, pourquoi j'ai pas été au bout de l'investigation pendant mon processus de fertilité, c'est que c'était long avant que je tombe enceinte, mais je finissais par tomber enceinte. Donc, heu, c'est ça. Fait que au début, ça l'a pris, un bon 3 ans avant que j'aille Olivia. 3 ans, 3 ans et demi. Puis entre le début puis le 3 ans, 3 ans et demi, j'en ai perdu un 1er, bébé. Ça a été long avant que je tombe enceinte, ça a pris, 14 mois. Bon, ça a été long quand même. Quand c'est un premier, on a hâte. En moyenne, chez la femme, ça peut prendre un 7, 8 mois avant de tomber enceinte pour une première grossesse. OK. Donc, il y en a que c'est plus court, il y en a que c'est plus long. Passé 12 mois, mais effectivement, on se pose la question, on consulte, C'est là qu'on commence on à commence à consulter, puis on va analyser avec un professionnel de la santé là, qui est habilité à analyser le cycle menstruel, ovulatoire, voir qu'est-ce qui se passe.
Dans mon cas, euh, c'est ça, j'ai tombé enceinte après 14 mois. À mon échographie de clarté nucale, vers 13 semaines, j'avais un cœur fœtal négatif. Donc, j'ai eu un curetage à ce moment-là. Suite à ça, ça a pris quand même un certain temps là, avant que je retombe enceinte. Puis là, j'ai été en procréation médicale assistée où j'ai fait partie de protocoles hormonaux, puis bon, avec les protocoles communs, avec des injections, puis l'insémination aussi. J'ai eu quelques inséminations. Puis là, j'ai tombé enceinte d'Olivia. OK. Parce que je fais appel à ma mémoire. Donc, c'est ça. Là, après Olivia, j'en ai perdu 2 autres, dont un que c'était vraiment une malchance là, génétique. Là, celui-là que j'ai perdu, c'était quand même plus tard. On s'est rendu compte que j'avais un acranien. Donc, un acranien, pour faire ce cours, c'est absence d'une calotte crânienne. Il n'y avait pas de crâne, il n'y avait pas de OK. ossature. Ce qui fait que c'est pas viable. C'est un choix, pas de choix. Dans le sens que c'est pas viable, puis le cerveau n'étant pas protégé par la calotte crânienne, ça frotte avec le Ouais. liquide amniotique, ça bouge, ça frotte sur les parois, puis c'est Il se développera pas, c'est comme pas il viable au devrait. niveau cérébral. Donc là, j'ai eu un curetage à presque 17 semaines. Ça a été plus tough un peu, là, honnêtement, mentalement puis physiquement, puis j'ai compliqué aussi. J'ai fait une grosse hémorragie après. C'était vraiment pas cool, sincèrement, là. Parce que ça, un curetage, ça consiste à tu vas pouvoir l'expliquer mieux que ce que je pourrais essayer de C'est le faire. correct. Ça consiste en quoi? En fait, c'est une méthode d'interruption, en fait, de grossesse. Puis souvent, c'est une discussion qu'on a avec le médecin. OK, c'est ça qui va interrompre la grossesse. Oui, exact. OK, tu vois, moi, je Exact. pensais que ça survenait après l'interruption. Tu sais, je pensais que la grossesse était interrompue, je sais pas, d'une autre façon, puis que le curetage arrivait après. Je comprends. Majoritairement, non, en OK. fait. Ça dépend. C'est vraiment un cumul de facteurs médicaux qui va faire que il y a certains choix qui sont accessibles ou non en termes d'interruption. Euh, Il y a le curetage que effectivement, c'est soit il faut que tu fasses ça à l'hôpital, évidemment. C'est soit sous sédation ou une anesthésie générale, mais la majorité du temps, c'est sous sédation. Là, je parle plus d'exception sinon, mais c'est sous sédation. Puis, ils vont curer. Donc, c'est dans une salle d'intervention ou au bloc opératoire. Puis, le gynécologue, le professionnel va prendre ses instruments, puis il va aller vider la cavité utérine. OK. Fait que là, après ça, tu vas à la salle de réveil. Fait que c'est vraiment une intervention à soi. Ça se fait sur une journée, dans le sens que tu peux rentrer à une heure fixe pour ton rendez-vous, puis tu sors la journée même. Mais c'est quand même une intervention médicale qui est pas nécessairement, intéressante. Puis les autres options, ben là, tu peux avoir une interruption médicale de grossesse, avec une médication qu'on prend par la bouche, plus particulièrement le misoprostol. Sûrement plus tôt en grossesse? Exact, c'est que ça dépend. Ça dépend, la femme est rendue à combien de temps de grossesse, puis, la grosseur aussi du fœtus, tout dépendamment si c'est possible ou non qu'il passe, au travers le col. Ma troisième grossesse que j'ai perdue, c'est cette option-là que j'ai choisie. J'ai pas pris le curetage. Mais tu en avais déjà eu 2. J'en avais déjà eu 2. C'était dans les choix d'en avoir un troisième. Est-ce que, vu que de manière chirurgicale, la cavité utérine, comme tu dis, ils vont, Mmh. hem, tout «nettoyer» là, Oui, entre guillemets, est-ce que ça fait qu'une grossesse subséquente peut être plus compliquée après un curetage ou ça a pas d'impact? pas nécessairement. Pas nécessairement. Quand il y a un curetage, c'est un nettoyage complet. Ça veut pas dire qu'il y a pas des exceptions puis qu'il restera pas un petit débris là, mais majoritairement, les femmes vont retrouver leurs règles 4 à 6 semaines majoritairement après le curetage, puis le cycle va reprendre. Ça peut être plus long. Dans mon cas, mon premier curetage, puis à ce moment-là, je le savais pas parce que souvent on nous parle du curetage, mais pas toujours du après. Mmh. Ça, c'est un autre service qu'on offre d'accompagner les femmes justement qui ont eu des interruptions ou des curetages. Qu'est-ce qui se passe après? Combien de temps après je vais retrouver mes règles? Moi, la première fois,
ça a pris 7, 8 mois, là. Ah Il ouais, aurait fallu OK. que je consulte avant, c'était pas normal. OK, c'était pas normal, C'était OK. pas normal, exactement. Mais la majorité du temps, en bas de 2 mois, le cycle reprend naturellement, puis, on retrouve le cycle ovulatoire. C'est-tu parce que le cerveau pense encore qu'il y a une grossesse que les règles reprennent pas? Mmh. C'est pour ça que C'est quand même un choc pour les ovaires, les curetages, dans le sens que, quelques minutes avant, tes ovaires sécrètent d'une telle manière ces hormones pour subvenir à la grossesse puis, au maintien du fœtus. Puis quelques minutes après, on enlève tout, on enlève le placenta, fait que ça fait un choc pour les ovaires. OK, ouais, je Fait que comprends. le temps qu'il y ait un reset puis qu'ils reprennent son cycle naturel, ça peut prendre quand même, quelques semaines, ce qui est, normal en soi. Puis, quand on est rendu beaucoup plus avancé dans la grossesse, ben là, à ce moment-là, le curetage demeure comme option, puis on en fait quand même tard, à quelques endroits au Québec, là, dans du deuxième, troisième trimestre, mais on va avoir le choix d'accoucher par voie vaginale. Fait que ma 2e interruption, j'avais ce choix-là vu que j'étais presque à 17 semaines, mais je voulais pas j'ai pas, j'ai décliné, là, cette possibilité-là, puis, je suis allée vers le curetage. Donc, Ça aurait été quoi, pourquoi, mettons, faire sortir le fœtus par voie vaginale au lieu d'un curetage? C'est-tu parce que, mettons, pour le corps, ça peut être moins traumatisant ou moins un choc pour les ovaires? c'est sûr que t'évites une intervention médicale, c'est OK, sûr. ouais. Il y a certaines femmes, pour le deuil périnatal, qui souhaitent le voir. Mmh. Donc, ça, c'est une option. D'ailleurs, dans les récentes études, c'est ce qui est recommandé, comme quoi que ce serait bénéfique pour le deuil de la femme de pouvoir le voir, dans le processus du deuil. Je pense que c'est vraiment une question de choix personnel, rendu là. Moi, j'étais comme à la ligne. Bon, j'ai décidé de prendre le curetage. C'est plus intrusif, c'est plus invasif, ça, c'est sûr. Est-ce que le curetage est plus compliqué si la grossesse est plus avancée? Parce que toi, tu disais que le deuxième avait été plus compliqué, Ouais, mais ouais, il y a plus de risques de complications parce que ton utérus, plus il est distendu, plus il est gros, ben, une fois que le curetage est fait, l'utérus, lui, il doit contracter. Puis c'est ce qui fait que c'est sa capacité de contracter qui va faire que ça va limiter les saignements, si tu veux. Donc, c'est sûr que de le générer de façon mécanique, parfois, l'utérus est moins fort dans les contractions qu'il va faire en postpartum. Fait que plus l'utérus est distendu, plus le fœtus était gros, ben plus cette capacité-là à générer des contractions pour gérer le saignement après, peut être, moins efficace, disons. Ça peut générer là, à ce moment-là, des saignements plus importants. Pour ma part, j'ai fait une hémorragie, en fait, la première semaine. Heu, je me suis ramassée à l'urgence à jour, 6-7 après. Très grosse hémorragie. Même moi, j'ai eu peur, puis j'étais dans le domaine. Fait que mais dans ces épreuves-là, honnêtement, ce qui a fait toute la différence pour moi, puis j'ose pas me mettre, en fait, à la place des femmes qui sont pas dans le secteur de la santé, c'est que j'ai eu des collègues en or qui m'ont accompagnée, des gens qui ont été vraiment significatifs sur mon parcours, de fertilité, heu, pour qui j'en suis extrêmement reconnaissante encore aujourd'hui. Des gens, généreux de leur personne qui m'ont accompagnée, qui m'ont expliqué, qui m'ont rassurée, même si je fais partie de leur équipe, même si je fais partie de ce domaine-là. Quand tu le vis comme femme versus, employé ou gestionnaire, c'est un autre regard. ouais. C'est d'autres sentiments, c'est d'autres choses. Fait que même si tu connaissais les étapes ou que tu savais ce qui se passait, avoir quand même une bonne équipe autour de toi, ça fait toute la différence, là. Ah oui, ça a vraiment fait toute la différence d'avoir des personnes de confiance autour de moi. Mais c'est pas parce que tu sais ce qui se passe que c'est pour autant que Mmh. tu veux le vivre seul, là, mettons, là. Fait que, Oui, être bien entouré aussi. oui, oui. Puis, je parle de collègues de travail, mais aussi le après. On en parle peu, je trouve, pour, l'avoir vécu. Par chance, j'ai une sœur, j'ai une famille, super aimante, puis j'ai pu, raconter, vivre ma peine, puis la radoter pendant des semaines. Ils ont toujours été là pour, m'écouter. Mais il reste quand même que c'est le temps qui fait que ces sentiments-là de grande tristesse et même parfois de colère envers, la vie, en fait, là, c'est le temps qui fait que tu te réconcilies avec ce type de situation-là.
Tu as quand même fait 3 fausses couches, dont 2 après Olivia. Oui. Y a-tu un moment là-dedans où tu t'es dit: «Je veux plus essayer, c'est trop dur»? Hem, j'avais pas fait une croix sur en avoir un deuxième, mais j'ai pris une pause effectivement je pense après ma troisième. Mmh. Ouais, après ma 3e fausse couche, elle, j'ai pris, je l'ai perdue à Noël, je m'en rappelle parce que c'était Noël. Puis j'ai pris du miso, mon fœtus, il était assez petit pour, aller vivre ça à la maison. Là, j'étais saturée au niveau émotionnel. On vivait d'autres choses. C'est le 3e déménagement. C'était assez. J'ai dit: «Non, là, pour ma santé mentale, on attend, on met le projet sur pause». Puis finalement, 1 an et demi plus tard environ, on a repris le projet parental, puis je suis tombée étonnamment enceinte quand même assez rapidement. Quelques mois après, donc ça a fonctionné, puis on a eu, Raphaël à ce moment-là. Mais c'est ça, je trouve qu'on en parle peu, même le après, tu sais, de vivre une interruption à la maison, même si je le savais, puis tu vas me dire: «Ben oui, c'est évident». La seconde que tu vois le fœtus, tu fais un petit saut quand même. Puis Sûrement. tu le sais que ça va arriver, c'est comme conscient, Oui, mais tu peux mais pas le prévoir, tu peux pas prévoir comment ça va être, puis non, exactement, exactement. Mais c'est ça, c'est spécial, puis oui, ça fait toute la différence d'être capable d'en parler, peu importe, le moment dans l'année, là. C'était Noël, puis il était bien tard le soir, mais j'avais quand même des gens pour moi. Donc mmh, c'est vrai que de pouvoir en parler même quand ça arrive, ça doit faire une différence. Puis mmh c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du mh, après. Tu sais, des fois, bon, il y a des femmes qui vont accepter d'en parler quand ils sont dans le processus de fertilité. Il y en a qui veulent même plus en parler tellement que c'est vrai. c'est long parce qu'ils se disent: Oui. «On est tanné que le monde nous demande, puis Mmh. comment que ça avance, puis qu'on n'a Oui, pas de nouvelles». oui. Mais là, après, quand ça marche pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Je te remercie d'accepter d'en parler maintenant. Mmh. En pré-entrevue, tu m'avais dit que, tu étais à l'aise qu'on en parle Ouais. justement parce que, ben, tu l'as dit, on n'en parle pas. On dirait qu'on veut pas aller là, on veut pas risquer de, tu sais, raviver ces sentiments-là. Puis c'est sûr que c'est une Mmh. période qui doit quand même être douloureuse et difficile. Quand tu es tombée enceinte de Raphaël, est-ce que tu avais peur de la perdre aussi? Ah oui, oui, il reste quand même que j'étais une personne super optimiste dans la vie, même parfois trop là, mon conjoint te le dirait, des fois ça il il pense que parce que je suis optimiste, je comprends pas la situation, que j'ai pas, suffisamment d'empathie, mais c'est pas ça du tout. C'est que ma mère, elle nous a tellement inculqué de voir le verre à moitié plein, que quand il y a une problématique, pour moi, les vrais problèmes, je reviens à la pyramide de Maslow. Ça, c'est des vrais problèmes. Mhm. Si t'as pas de toit, que t'as faim, que t'as pas de nourriture, T'es pas en t'es sécurité. pas en sécurité, que t'es malade, ça, pour moi, c'est des vrais problèmes. Le reste, c'est plate, mais il y a des solutions. Ça n'empêche pas que parfois, il faut vivre quand même nos émotions, puis on peut, pleurer une journée, 2 journées, mais après ça, il va y avoir une autre voie de passage, d'autres perspectives, il va y avoir des solutions. Donc moi, j'étais beaucoup, là-dedans. Je suis beaucoup là-dedans, en fait, en tout temps. Puis, redis-moi ta question? Je m'excuse? Il y a pas de problème. Je te demandais quand tu es tombée enceinte de Raphaël si tu avais Oui. peur de la perdre aussi. Donc j'avais toujours le thinking optimiste. Mhm. Ceci dit, ça a été long mon lâcher prise avant que j'apprécie réellement ma grossesse. Je malheureusement, j'ai eu une moins belle grossesse à Raphaël mentalement qu'à Olivia parce que j'avais toujours ce petit stress-là en arrière qui me disait: «Protège-toi, ça se peut que». Heu tant que je ne l'ai pas eu, en santé puis en vie sur moi, j'avais quand même toujours un petit peu ce doute-là. C'est sûr que quand j'ai passé le cap, du 3e trimestre, ça m'a rassurée. Puis il faut comprendre aussi que, professionnellement, j'ai travaillé longtemps en grossesse à risque élevé. Mhm. Donc toutes les interruptions de grossesse de 3e trimestre, j'en ai vu beaucoup. Fait que c'est sûr que puis les scénarios catastrophes aussi, j'en ai vu beaucoup. Fait que c'est sûr que j'ai quand même ce précédent-là professionnel aussi qui fait que ça teinte probablement, ma perspective, pas probablement, ça teinte ma perspective. Fait que ouais, j'ai pas que j'ai pas
j'ai eu un lâcher-prise un petit peu moins, facile, à Raphaël, c'est vrai. Mmh. Mmh. Je reviens à la clinique OVL parce que tu dis que tu es super optimiste. Tu dis que des fois, c'en est même, tannant ou, comment tu fais justement avec tes clientes, tes patientes, quand ils traversent justement des périodes, puis que là, ce soit en fertilité ou tu sais, peu importe le Mmh mh. problème de santé ou ce que des fois, là, ça peut être ardu Mmh. de voir la lumière au bout du tunnel. Comment tu Oui. fais pour leur communiquer ça? Mmh. Une des premières clés, sincèrement, c'est la considération de ce qu'elle vit. Je dis simplement parce que c'est ce qui revient le plus souvent comme commentaire des femmes. Puis la considération, ça se traduit par de l'écoute, puis pour écouter, ça prend du temps. Fait que nous, nos consultations, c'est toujours un minimum de 45 à 60 minutes. Fait que c'est certain qu'on est habitué un petit peu plus dans le réseau d'avoir du peut-être 15 minutes. Bon, des fois, ça va être un petit peu plus, des fois, ça va être un petit peu moins, ça dépend. Mais cette considération-là des symptômes qu'elle vit ou des épreuves qu'elle vit, je pense que ça, c'est vraiment grandement, satisfaisant pour la patiente. Puis la considération, après la consultation, ça se traduit par, le travail que l'on fait pour personnaliser le plan de prise en charge. Fait que si la patiente a soit des symptômes ou questionnements, peu importe son besoin, pour lequel, elle a décidé de venir nous voir, de consulter, ben, on prend le temps de l'écouter. Comme je mentionnais, un bon 45-60 minutes, certainement. Après ça, on parle avec elle des options ou de qu'est-ce qui s'en vient. Options, pas juste pharmacologiques. On parle de toutes les options thérapeutiques aussi non pharmacologiques. Tout ce qui touche l'hygiène de vie, ça a un impact sur la santé. Tu sais, la santé, c'est bio-psychosocial, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est un tout. Fait que c'est pas juste une problématique de santé qu'on regarde avec elle, mais c'est 360 degrés sur sa situation de santé à elle. Fait qu'on personnalise nos plans de traitement. Puis à la suite de la personnalisation du plan de traitement, souvent on reprend même par téléphone une seconde fois la discussion. Parce qu'en 1 heure, veut pas, sont gavés d'informations, ils ont dit beaucoup de choses, c'est beaucoup de nouveautés. Fait que souvent, on reprend une seconde fois, une fois que quelques jours après la consulte, on rediscute des options. La patiente a eu le temps de cogiter, puis après ça, elle a un choix éclairé sur ce qui lui convient, elle, comme option de traitement. Fait que la considération, là, c'est vraiment, euh, ça fait partie de la pierre angulaire, en fait, je pense, du succès de la clinique, entre autres, parce que notre approche est vraiment distinctive en ce sens-là. Fait que je crois que c'est la clé, une des clés, en tout cas, du moins, que les patientes nous disent à la suite des consultations, là. Puis après, si tu veux essayer d'être optimiste ou de leur partager un petit peu de résilience, ben, ils peuvent pas t'accuser de pas vraiment comprendre, Mhm. tu sais, ce qu'ils vivent ou, tu sais, rejeter parce que, tu sais, je veux dire, après les consultations, est-ce que vous avez vraiment pris le temps, est-ce que tu considères vraiment puis qu'elles se sentent considérées, ben, ça doit faire, comme tu dis, faire toute une différence. Mhm. Si, il y a des femmes justement qui veulent venir vous voir en clinique, tu as 4 cliniques, je pense, dans la ville de Oui, Québec? exact. On a 4 points de service. On en a un sur la côte de Beaupré. On en a un à Pont-Rouge, un autre à Québec, tout près des ponts, puis un autre au lac Beauport. Puis les prochains points de service, bon, autres que celui en 2026 là, pour adolescentes et femmes avec des facteurs de vulnérabilité sociaux, on va aller dans d'autres régions administratives OK. pour vraiment aller générer puis créer un réseau. Parce que c'est sûr que dans les grandes villes, il y a des difficultés d'accès. Il y a aussi de grands défis dans les autres régions administratives, particulièrement le nord du Québec, l'Est aussi, tout le pôle Est. Il y a il y a juste pas de service, à l'occasion. Puis j'ai beaucoup de femmes qui proviennent de l'extérieur, OK. qui viennent à la clinique. Fait que vous On allez aller à leur rencontre en ouvrant des exact, points de fait qu'on va service, là. aller, à leur rencontre. Puis on fait des téléconsultations aussi. En toute, transparence, ce serait beaucoup plus lucratif d'ouvrir une grosse clinique Ovel, sur un boulevard connu à Québec, puis de juste augmenter les consultations. Mais c'est pas l'essence de nos valeurs, c'est pas l'essence de mes valeurs. Heu, Ovel, c'est littéralement un miroir
de mes valeurs. Puis réellement, on veut aller aider les femmes, les adolescentes, puis on veut générer de l'accessibilité. Puis pour ça, il faut sortir des grandes villes pour aller, comme tu disais, à la rencontre de ces patientes-là. Puis notre première année nous l'a démontré. Les femmes, ils font plusieurs heures de route pour venir nous rencontrer. C'est incroyable. Ben oui. Mm. Fait que Clinique OVL, puis vous avez un site Internet, je veux dire, les gens peuvent vous retrouver. Fait qu'on l'a dit, 4 points de service à Québec, bientôt d'autres à l'extérieur du Québec. Merci beaucoup, Caroline, pour la belle discussion. J'aurais envie qu'on parle de tout ce que vous couvrez, parce que vous couvrez justement de l'adolescence jusqu'à la post-ménopause. Oui. Fait que vraiment tous les soins de santé de la femme. Par contre, ça serait une autre grande discussion. Fait que... mais j'ai pas envie qu'on la mette de côté, la discussion, mais je te propose qu'on laisse les gens en suspens, puis qu'on revienne la semaine prochaine, qu'on se concentre un épisode juste là-dessus. Qu'est-ce que t'en Génial. penses? Ouais. Génial. C'est super. On y va comme ça. Bon, ben parfait. Donc, on vous revient la semaine prochaine pour un épisode où on va vous parler de la santé de la femme, de l'adolescence jusqu'à la post-ménopause. Et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.